comment apprendre à faire une vasectomie? Est-ce que ça se passe avec des vidéos sur YouTube? Est-ce qu'il y a des tutoriels? Est-ce qu'il y a des écoles de vasectomie? Bon, on se doute que c'est pas aussi simple, mais on va en parler avec vous, docteur Hupertan, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Je pense que cet épisode il est utile pour rassurer d'éventuels patients qui se demanderaient voilà, comment est-ce qu'on apprend à faire une vasectomie quand on est médecin. Est-ce que ça s'étudie à l'école, à la faculté de médecine quand on est un jeune médecin en voie de spécialisation? Bon, alors on avait fait un épisode sur votre parcours, comment vous en étiez venu à l'urologie et aux vasectomies. Vous étiez d'abord gynécologue, puis sexologue et enfin urologue. Mais donc cette question très simple, quand on s'apprête à faire sa première vasectomie en tant qu'urologue, comment ça se passe? Comment on a appris les grandes lignes? Première vasectomie, on en a parlé à ce micro, c'était tout à fait le hasard, c'était pas prévu. Après, je commence à en faire des vasectomies, techniques chirurgicales, anesthésie générale, au bloc opératoire, à l'hôpital public, au fur et à mesure. Je m'interroge sur les difficultés rencontrées, sur pourquoi je n'arrive pas, pourquoi c'est si long, pourquoi il y a des complications éventuellement. Est-ce qu'on peut peut-être détailler un petit peu ces difficultés que vous aviez? La difficulté numéro 1, c'est comment faire la vasectomie. Pour commencer, j'ai trouvé sur Internet un manuel, c'est le manuel qui est destiné en anglais, un manuel qui est destiné à former les praticiens à la vasectomie sans scalpel. Un manuel format PDF où tout est détaillé, la préparation à l'intervention, les modalités de l'anesthésie, les modalités de trouver le canal avec la fameuse technique de 3 doigts, three finger technique, la technique à 3 doigts qui te permet en théorie de trouver le canal. Comment on applique une pince à anneau? Déjà, il fallait avoir la pince à anneau. J'ai mis longtemps à le retrouver. Comment on va percer la peau? Bref, tous ces détails. Et je ne comprenais pas pourquoi je suis si mauvais. Et ça faisait combien de pages, ce document PDF? Ça fait 150 pages à peu près. D'accord, ce qui n'est pas tant finalement. Oui, c'est un manuel, c'est très bien écrit et bien détaillé et surtout très bien illustré parce qu'en fait, chaque fois, il y a des images. Mais c'est des images qui sont idéalisées parce qu'en pratique, mais maintenant, après plus de 1000 vasectomies, je n'ai pas 2 hommes avec la même anatomie. Un corps, c'est toujours différent. On peut s'entraîner sur des maquettes, on peut faire des simulations, on peut, j'imagine à l'avenir, faire du méta. Vous savez, le casque de réalité virtuelle. De réalité virtuelle. On n'aura jamais 2 anatomies. On a des gros testicules, on a des petits testicules, on a des gros canaux, on a des petits canaux, on a le canal qui est devant, qui est derrière, on a un gars qui est très, très stressé, on a qui est plus cool. On n'a pas 2 vasectomies copier-coller l'une après l'autre. Donc dans les grandes lignes, et en théorie c'est la même chose, en pratique, pas du tout. Pas du tout. Et donc, à partir d'un schéma, ensuite quelques vidéos plus ou moins détaillées sur Internet, qui sont faites beaucoup plus pour la promotion par les chirurgiens eux-mêmes que par apprendre. Vous vous rendez compte de toutes les difficultés que j'ai eu à mettre en place et à être à l'aise, car, avouons-le, franchi le cap de l'anesthésie locale, dans laquelle les hommes, malgré le stress, ils te font confiance, mais ils sont là, ils sont bien présents, ils sont bien vivants, donc ils ont mal, ils peuvent douter. Tu ne peux pas avoir des doutes, c'est très compliqué. Donc, d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'ont fait confiance. C'est pas facile de consulter et expliquer aux gens que voilà, on a l'expérience de l'anesthésie générale et que finalement, eux, c'est parmi les premiers à faire en anesthésie locale. Un peu des cobayes finalement. Des cobayes, oui et non, parce que c'était aussi leur demande. C'est que les gens insistaient, ils disaient, docteur, je veux que la locale, parce qu'il y a aussi cette peur qui est engendrée par l'idée d'une anesthésie générale, qu'on s'imagine les accidents d'anesthésie au bloc opératoire. Donc évidemment, il y avait beaucoup de pression et petit à petit, les choses sont installées. Je commençais à en faire de plus en plus. Et passé première 50 vasectomies, j'étais plus à l'aise. J'ai commencé à faire de plus en plus des anesthésies locales. Le ratio, c'était 3 contre 1, donc 3 anesthésies locales et 1 anesthésie générale, voire plutôt une sédation. Alors qu'aujourd'hui, je suis à 10 anesthésies locales versus une seule
anesthésie en sédation. Donc, et encore, c'est une très, très, très légère sédation. On est très loin de l'anesthésie générale telle que les patients se l'imaginent. Bon, c'est ce que vous disiez la semaine dernière. Il vous a fallu autour de 100 vasectomies pour être à l'aise. À quel moment vous vous dites, bon, ça m'agace de ne pas réussir à comprendre exactement pourquoi ça ne marche pas à tous les coups. À quel moment vous dites ça? Je sentais que je bloquais un élément qui est très simple, c'était la durée de l'intervention. Parce que je chronométrais la durée d'intervention. Vous savez, la première, c'était très long. Après, j'étais autour de 20-25, une demi-heure. Et j'arrive à diminuer progressivement, j'arrive à 15 minutes. Mais c'était impossible de passer en dessous de seuil de 15 minutes, hein, et avec une moyenne plus de 20 minutes. Et donc, vous vouliez passer sous cette barre des 15 minutes? C'est pas une question de 20 minutes parce qu'on n'est pas dans une compétition, on n'est pas dans un concours. Mais plus c'est long, plus tu fais des gestes parasites, des gestes qui sont inutiles, voire qui peuvent créer des complications. À savoir, si des bons chirurgiens arrivent à faire une vasectomie en 6 minutes, ça veut dire qu'en des gestes très précis, bien localisés, bien coordonnés, ils arrivent à faire l'intervention. Donc, quand tu passes de 6 minutes à 20 minutes, c'est 14 minutes dans lesquelles tu fais des gestes qui sont évitables et qui peuvent être source de complications. Donc vous vous dites ça à un moment, et c'est quoi la solution justement? Comment est-ce que vous allez chercher à régler ce problème, on va dire, d'efficacité? Il y avait ce problème de temps, et puis un deuxième problème, c'était le taux d'échec. Car bien que j'ai respecté les consignes dans le livre, à savoir que quelle technique d'interruption des canaux pour empêcher la recanalisation spontanée, j'ai rencontré 2 échecs. Donc, j'étais autour de 600 vasectomies et j'avais 2 échecs. C'est pas satisfaisant, j'imagine. On est loin, on accepte un taux d'échec autour de 1%. 2 sur 600, pour moi, c'est trop. Il y avait un truc que je faisais mal et j'avais nulle part l'information. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut franchir le cap. Il faut aller voir les experts, voir les meilleurs pour voir comme ça se passe dans des vrais centres avec des vrais praticiens experts en vasectomie sans scalpel. Et donc les meilleurs, c'est qui? Les meilleurs, il y a un seul que je connais les meilleurs, c'est Michel Abrec. Qui est québécois. Michel Abrec, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un gars qui est fantastique, qui fait des vasectomies dès les années 90, donc ça fait très longtemps. Il a commencé avec la vasectomie classique avant de se reconvertir à la vasectomie sans scalpel. Et aujourd'hui, il est présent partout dans le monde, il fait des formations. Il est venu à Paris, il a fait des formations auprès des jeunes urologues français. Donc, quelqu'un qui est très investi dans la diffusion de ces techniques, dans les congrès, dans les publications. C'est avec lui qu'on a écrit les fameuses recommandations officielles de l'Association française d'urologie, dans lequel on explique le cahier de charge de la vasectomie. Donc, c'est avec Michel Abrec. Et lorsque j'ai eu l'occasion de faire une visite privée au Québec, il m'a accueilli les bras ouverts. Viens me voir tout de suite, viens voir la clinique. Il a tout fait, il m'a accueilli chez lui, il m'a accompagné à la clinique, il m'a donné tous les détails, il m'a montré les instruments, on a parlé de sa maquette qu'il a développée parce qu'il est formateur, il va en Amérique du Sud, dans toute l'Amérique latine, il va partout sur le globe pour apprendre d'autres praticiens à comment faire la vasectomie sans scalpel. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui est très investi, donc, et il m'a accueilli chez lui, au Québec, dans sa clinique, pour voir comment il fait les vasectomies. Donc un vrai passionné. Et là, qu'est-ce que vous y trouvez sur place est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous faire un déclic, qui va vous faire avancer? Il a réalisé pas moins de 30 vasectomies dans une après-midi. Il a fait ce qu'on appelle les essuie-glaces. Il était sur 2 salles et je n'étais qu'à le suivre. Et à la fin de la journée, j'étais fatigué. Donc c'est-à-dire que pour bien comprendre, il y avait 2 salles avec, j'imagine, du personnel qui installait les patients dans les salles. Et lui, à peine une intervention finie, tac, il allait dans la suivante et comme ça toute l'après-midi. Il travaille avec 2 infirmières, elles-mêmes spécialisées dans la vasectomie, avec qui il travaille depuis très longtemps. C'est elle qui accueille les patients, il les installe. Pendant qu'un patient est installé dans la salle, il fait la vasectomie dans la salle d'en face, et il termine l'intervention,
Il revient dans l'autre salle où le patient est prêt à être opéré. Il fait la vasectomie pendant que l'autre salle, le patient quitte et reste un peu en surveillance. Donc, il va d'une salle à l'autre, ainsi de suite. Et moi, je ne fais que de le suivre toute l'après-midi. Il doit être épuisé, non, à la fin, à courir comme ça partout toute l'après-midi? Je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être que c'est la génétique et la génétique québécoise. Il était fatigué. Le fatigué, c'était moi. Vous étiez crevé. J'étais crevé, j'en pouvais plus. Et qu'est-ce que ça vous fait dire, du coup? J'imagine que vous êtes assez impressionné par ça. Pendant tout l'après-midi, je regardais la précision de ses gestes. Bien qu'il dit que une fois qu'on a maîtrisé un singe, je pouvais faire la vasectomie. Il a une technique, il a une répétitivité, il élimine tous les gestes qui sont inutiles, il est extrêmement précis, toujours l'angle d'attaque, la manière dont il met les doigts, les instruments, tout est extrêmement étudié, rigoureux, précis et reproductible. C'est au millimètre. C'est au millimètre avec une précision à la seconde près. Est-ce qu'il vous a donné des conseils pour arriver à ce tel niveau de précision comme lui? Une fois qu'il m'a montré les détails, il m'a demandé, mais non, montre-moi comment tu fais. Donc, bien sûr, c'était pas sur un des malades, mais il avait ce fameux modèle qu'il utilise pour apprendre. Il m'a dit, allez, montre. Donc, on était chez lui, dans sa cuisine. Ah oui. Dans sa cuisine avec... Entre le gigot et les pommes de terre. Voilà, avec le modèle scrotal, avec les canaux. Il a tout reproduit à l'identique. Les testicules, les canaux, les cordons spermatiques, les vaisseaux, la fascia à interposer, les instruments, bref, il a simulé des conditions quasiment réelles. Plus vrai que nature. Sauf que c'est quand même un modèle idéalisé, un scrotum qui est parfaitement relâché avec un canal qu'on voit où il est et que, évidemment, si on se trompe de canal, ce n'est pas grave. Oui, le patient, il va pas se plaindre. Et il va pas se plaindre, il ne hurle pas. Et l'anesthésie locale, ce n'est pas grave. Si tu as mal fait l'anesthésie, ça pose aucun problème. Tu n'auras aucune plainte. Et du coup, là, vous réussissez à faire sur ce mannequin une vasectomie comme il faut ou il a des choses à redire, votre confrère? Bien que j'ai réussi à faire l'intervention, il m'a donné pas mal de conseils. Il m'a montré comment garder la main, comment avoir l'axe de la pince mosquito au long du cordon, à quel angle d'attaque pour bien perforer. Bref, tous ces petits détails que l'on ne trouve nulle part ailleurs, pas dans les livres, pas sur YouTube, que tu n'as que lorsque tu es face avec des experts qui te montrent concrètement comment tu fais la vasectomie. Et après, bien sûr, il m'a réclamé, il m'a demandé de lui montrer des vidéos, donc j'ai fait des vidéos, d'ailleurs, une vidéo qui est sur YouTube, que je l'ai transmis, donc il a validé ma technique quelque part. Bon, et combien de temps vous êtes resté au Québec? Alors, c'est une visite privée, donc c'est une visite privée que j'ai financée moi-même, donc c'était une petite dizaine de jours, et dans son centre, j'ai passé 48 heures. À peine 48 heures. 48 heures, avec 2 séances de vasectomie, j'ai pu voir une soixantaine de vasectomies en 2 jours, j'ai rencontré plein de situations différentes, et puis j'ai appris que, selon lui, un singe pouvait l'apprendre. Ça veut dire qu'il faut bien apprendre la technique, il faut bien s'orienter. Deuxièmement, il disait que l'anesthésie générale est une aberration. Et là, on est d'accord parce que vous avez fait le même constat? C'est entièrement réalisable sous anesthésie locale et que, quelle que soit la technique chirurgicale ou son scalpel, c'est pas ça qui compte. Parce qu'à la limite, si on n'a pas les outils, si on n'a pas l'expertise, on peut faire une chirurgie ouverte au risque d'avoir plus de complications. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment on va réaliser ce qu'on appelle l'interruption de déférence. C'est l'élément clé. Et le fait de ne pas connaître la vasectomie sans bistouri ne te permet pas de dédouaner, de faire l'intervention bien en termes de déférence. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas la technique, on applique une technique artisanale, il y a un conduit, on le coupe, on met des nœuds de chaque côté, il y a des études, donc une de ces études à lui qui a montré jusqu'à 20% de recanalisation. Ouais, on en a parlé dans un précédent épisode. Donc, et là, j'insiste, ce n'est pas scalpel ou son scalpel qui compte, mais la technique d'interruption des
canon. Donc vous rentrez en France après ce séjour québécois. Et là, est-ce que finalement, vous gagnez en efficacité dans vos vasectomies? Absolument, c'est incroyable. Donc une fois que tu as compris tes erreurs, comment faire pour trouver les canaux, comment tu fais pour avoir un angle d'attaque, là la durée moyenne, bien sûr, une fois que l'anesthésie locale est bien efficace, il y a quand même un élément qui est aléatoire, mais la technique elle-même, je suis de l'ordre 6 à 7 minutes si on oublie l'efficacité de l'anesthésie. D'ailleurs, comment on sait que l'anesthésie locale a bien agi et que c'est le bon moment pour opérer? On a déjà des repères temporels et puis le fait que le patient est là, on discute, on parle et j'avance au fur et à mesure. Je fais des tests, je préviens et que s'il me dit attention, j'ai un peu sensible, donc la règle est la suivante, je ne commence pas l'intervention avant qu'il y ait un niveau 0 des douleurs. Qu'ils ne sentent plus rien, quoi. Alors l'anesthésie, c'est ce qui est particulier à l'anesthésie locale dans une vasectomie sans scalpel, c'est que je vais anesthésier quasiment 1 cm². Il y a un bloc des cordons et ici, il en reste 1 cm². Et qu'on ne voit pas cette zone-là. Donc, on peut être parfois borderline, dans les limites. Ah oui. Et il suffit de me dire, je sens un tout petit peu. Dès que le patient remarque qu'il y a une petite sensibilité, ce n'est pas grave. J'arrête, je réinjecte et ça me coûte maximum 30 secondes. Ouais. On n'est pas à 30 secondes près pour faire une vasectomie sans douleur. Non mais c'est intéressant. Et donc, est-ce que dès que vous êtes rentré en France, d'un coup, ça allait mieux niveau vasectomie ou il a quand même fallu un petit peu appréhender ces nouvelles techniques? Est-ce que vous avez dit votre confrère? J'étais déjà à près de 600 vasectomies, ce qui n'est pas rien. Je maîtrisais la technique, mais j'ai vite réalisé mes erreurs techniques, mes erreurs d'attaque, mes erreurs de comment chercher le canal, comment faire la bonne anesthésie. J'ai changé aussi un élément qui n'est pas négligeable, la taille des aiguilles. Il utilise des aiguilles qui sont extrêmement fines, donc qui, au moment où on fait l'anesthésie, les patients ne ressentent rien. Donc, il a fallu faire quelques adaptations en termes techniques. Ça a pris peut-être 1 mois pour maîtriser. Et depuis, je pense que j'arrive à une espèce de maturité technique qui permet d'être plutôt confiant chaque fois que je démarre une vacation de vasectomie. Vous êtes toujours en contact avec votre confrère? Plus que jamais, parce qu'on parle fréquemment, on s'échange, on s'écrit, y compris dans le groupe, dans le forum dans lequel on change entre nous des questions, des difficultés techniques, etc. On est plutôt du côté des experts qui répondent à des gens qui posent des questions, mais bref, ici, on est tout le temps en contact. Là. Et il vous sollicite des fois, il vous pose des questions? Vous savez, c'est vous des fois l'expert? Il a déjà dépassé le cap de 40 000 vasectomies. Ah oui, 40 fois ce que vous donc, avez fait. Voilà, donc je suis à 1000 vasectomies, je suis fier, et je suis quand même loin de Michel Avrec avec ses 40 000 vasectomies. Donc je pense que c'est la personne qui a fait, ou une de ceux qui ont fait le plus au monde. Ouais. Par rapport à lui, vous êtes encore un jeune padawan. Absolument, tout à fait ça. Merci beaucoup, Dr Hupertan, pour le récit de votre séjour au Québec qui vous a permis d'approfondir la technique de la vasectomie sans scalpel. C'était hyper intéressant ce petit voyage avec vous au Québec. Merci beaucoup, docteur. Merci, Cyril. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cet épisode de podcast si vous avez appris des choses. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça vous permet de recevoir les nouveaux épisodes le mardi matin dès 5h. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur le site vasectomieparis.fr et puis à nous écrire à audio@hupertan.com. À la semaine prochaine.